La différence est toujours importante entre le souvenir de la Grande Guerre en Allemagne et en France. Évidemment, l'armistice de 1918, chez nous, il n'est pas mémorisé du tout. C'était d'abord une guerre perdue, mais ensuite, c'est l'ombre de l'autre et plus grande guerre qui pèse lourdement toujours sur la Première Guerre mondiale. Ce que les jeunes Allemands de nos jours ont compris, et c'est pourquoi ils s'intéressent beaucoup à la Première Guerre mondiale, que c'est là qu'a commencé l'énormité de la capacité de destruction qui s'est exprimée dans les guerres qui ont suivi. Donc, pour l'Allemagne, la Première Guerre mondiale a été longtemps effacée par la Seconde, mais elle est revenue aujourd'hui dans la mémoire collective, non comme un événement comme en France qui nous concerne directement en nation, mais qui nous concerne en humain, en européen, en être historique. Parce que nous savons que c'est là, que cette guerre-là, elle a généré toutes les capacités de destruction qui sont toujours là. Mais c'est un souvenir pas tout aussi direct comme en France. La Grande Guerre, comme vous dites, n'est plus pour nous en Allemagne la Grande Guerre. Le souvenir de la guerre est inscrit dans le sol français pratiquement pour l'éternité, parce qu'il n'y a pas de commune de France, sauf Paris d'ailleurs, où il n'y ait un monument aux morts qui est celui de la Grande Guerre, et que on passe devant souvent de façon un peu indifférente. Il n'empêche que ces monuments aux morts sont là et rappellent pour toujours ce que fut la formidable hécatombe de la Grande Guerre. À la veille de la guerre, aucun pays n'avait un intérêt particulier à déclencher cette guerre. Et c'est probablement ça, comment dirais-je, un aspect très important, parce que ça fait assez largement de la guerre la plus terrible que l'Europe ait connue, une guerre sans cause. Personne n'avait intérêt, donc un intérêt matériel pour déclencher cette guerre, mais que beaucoup de pays croyaient avoir de très fermes raisons pour le faire. En Allemagne, par exemple, depuis les années 1905, 6, 7, on est tous convaincus, on n'imagine pas ça en France, on est tous convaincus d'être encerclés par des puissances malveillantes, par la France, l'Angleterre, la Russie, qui tous veulent, oui, qui veulent quoi? En vérité, c'est pas très précisément dit. Ils veulent nous étouffer. Ils nous en veulent à notre existence d'empire. Donc, il suffit de dire et de développer que les Allemands, même ceux qui étaient critiques et qui étaient contre la guerre, qui n'étaient pas bellicistes, tous ceux étaient en très majeure partie convaincus qu'il se tramait quelque chose contre l'Allemagne et qu'il fallait faire attention. Faire attention à l'époque, c'est armer, s'armer, créer des armements. Les autres voient que les Allemands créent des armements, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire gaffe, ils créent des armements. Le chef du gouvernement français a dit aux militaires responsables, écoutez, vous allez nous trouver un autre plan, on ne veut pas avoir des problèmes de politique internationale, on ne va pas fouler aux pieds le traité de 1830 qui garantit la neutralité de la Belgique, c'est pas possible. Puis l'Angleterre ne nous aiderait pas. Les militaires français se sont retournés et ont fait un autre plan dont a parlé le professeur Böttcher, le plan 17. Donc ils ont donc tempéré. En Allemagne, c'est pourquoi j'en parle.
c'était tout différent. Les militaires disaient, il serait nécessaire du point de vue militaire de passer par la Belgique, enfreindre la neutralité belge, et le gouvernement d'acquiescer. Le gouvernement de dire, ok, on va faire comme ça. C'est ce qu'on appelle du reste le militarisme allemand. C'est la primauté de la décision militaire par rapport à la décision politique. Toute la différence dans un pays plutôt démocratique que la France et un autre pays plutôt autoritaire que l'Allemagne, à ce moment-là, est peut-être condensé dans ce phénomène. À notre époque, on aurait tendance à dire non, si, ils se détestaient. Hein. Mais il y avait des degrés dans la détestation. Les Français détestaient les Allemands. Et les Allemands détestaient surtout les Anglais, plus que les Français. Parce qu'ils estimaient que les Anglais étaient un peuple un peu de même race, hein, et qu'ils les avaient trahis, en quelque sorte, en acceptant de faire la guerre contre les Allemands. Non, les peuples se détestaient. On a fait la guerre à crédit. Et alors ce crédit se présentait sous différentes formes. On a fait marcher la planche à billets, hein, donc on a augmenté le nombre de billets. On a, comment dirais-je, édité des bons du Trésor qui étaient achetés par les particuliers. Il y a eu des emprunts considérables. Et tout cela, c'était des sommes incroyables par rapport au budget ordinaire. Et évidemment, on n'avait pas les moyens de le payer. Et donc, on l'a payé après la guerre. Et c'était, en particulier en ce qui concerne le franc, c'était la chute du franc, dont la valeur n'avait pratiquement pas changé depuis le début du 19e siècle et qui s'est écroulée parce que, évidemment, on n'avait pas les moyens. Les frais de guerre exorbitants, énormes, des milliards où on avait pensé des millions avant, et tout le monde a pensé qu'il ne fallait pas arrêter la guerre sans être vainqueur. Il ne fallait pas, parce que tout le monde savait, si on arrêtait la guerre, ce serait la ruine. Donc l'argument en Allemagne est très répandu, il faut tenir, parce que si on ne tient pas, si on fait une paix blanche, bon, il faudra payer, on ne pourra pas payer. Et comme en France, il faut que l'Allemand paie, il faut que le Boche paie. On ne peut pas, pour soutenir l'économie de paix, il faut que la guerre soit victorieuse. Vous savez la différence entre les insoumis et les déserteurs. Un insoumis, c'est quelqu'un qui ne rejoint pas son unité. Et un déserteur, c'est quelqu'un qui, ayant rejoint son unité, s'en va. Alors, au début de la guerre, ce n'était pas le problème des désertions, c'était le problème de l'insoumission. C'est-à-dire les mobilisés qui ne rejoindraient pas leur unité. Eh bien, il y en a eu extrêmement peu. Ça fait moins de 1%. Non seulement il y a eu très peu d'insoumis, mais des gens qui vivaient à l'étranger sont rentrés en France pour venir combattre pour la France. Plus importante en Russie, mais pour la France et pour l'Allemagne et le front ouest, chiffre de désertion minime. Mais avec les déserteurs et les insoumis dont a parlé M. Becker, il faut encore nommer un troisième élément, ce sont les embusqués. Dans cette guerre de matériel et de très grande dimension, il y avait des foules de gens qu'on appelait les embusqués. Le plus important phénomène résidait dans l'industrialisation de la guerre, parce que beaucoup de soldats qui avaient été appelés sous les armes au début de la guerre, devaient refouler dans les usines de guerre. Comment pouvait-on entretenir les usines de guerre sans les spécialistes? Bien sûr, on a pu
Ils employaient des femmes, des prisonniers aussi, mais il fallait toujours appeler des gens du front pour revenir à l'arrière. Et puis il y a un dernier élément qui survient côté allemand en 1918, les insoumis en se laissant faire prisonniers. Ce sont des gens qui ont marre de lutter et qui, au lieu de combattre, se constituent prisonniers. À l'époque, effectivement, dans les usines de guerre françaises, ce n'est pas vrai dans les usines de guerre allemandes, où c'est moins vrai, parce qu'il n'y avait pas de moyen de faire venir des travailleurs de l'extérieur. Mais dans les usines de guerre françaises, on a fait venir des travailleurs coloniaux, c'est-à-dire travailleurs en particulier qui venaient du Maghreb, qui venaient d'Indochine. On a fait venir en France également pour travailler des travailleurs chinois, hein, depuis la Chine, hein, et bien, tout simplement parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre. Pour l'Allemagne, c'est un peu différent, et la différence est de taille. Nous n'avons pas les colonies à portée de main pour prendre les travailleurs étrangers. Il y a le blocus, comme on l'a dit, donc impossible de faire acheminer les gens des quelques colonies qu'on a, sinon on aurait emmené des Noirs aussi chez nous. Qu'est-ce qu'on a fait donc? On a fait le chemin le plus facile et détestable en même temps. On s'est beaucoup servi des ouvriers belges, par exemple. C'est un moment très noir de cette guerre où l'Allemagne, où le gouvernement militaire allemand a décidé de prendre en grande volée des ouvriers belges, des jeunes hommes belges qui, dans leur pays occupé, beaucoup moins dans la France du Nord, mais surtout des Belges et des Polonais qu'on a exportés, pour ainsi dire, par la force, des centaines de milliers de gens de travail forcé. La première grosse vague de travail forcé du XXe siècle, qui en a connu d'autres, mais qui a appris ça de la Première Guerre mondiale. Les impôts ont été payés pendant toutes les années 20, donc 1920 et suivantes, ce qui explique que les bénéfices des entreprises ont été moins importants qu'on l'a dit. Il n'empêche que pendant la guerre, eh bien, ces entreprises semblent faire de très gros bénéfices pour une raison très simple. On avait besoin de canons, on avait besoin d'obus et on ne discutait pas considérablement les prix. Et puis, il y avait un problème particulier. On ne savait pas que la guerre allait durer si longtemps. Alors, pour que les industriels acceptent de fabriquer des canons, des obus, etc., il fallait leur payer la construction de nouvelles usines. Donc, effectivement, pour les entreprises, pas toutes, mais pour celles en particulier qui travaillaient pour la guerre, ça a été une période plutôt faste. La très grande différence, c'était que les Allemands souffraient beaucoup plus de la faim que les Français. Et que le blocus anglais dont on a déjà parlé s'effectuait à partir de 1916 d'une façon que le peuple allemand était affamé. Il souffrait, il me semble, plus qu'en France, à l'arrière. J'ajoute un mot parce que dans la vie des tranchées, ce qui était important aussi, c'était de manger. Alors, est-ce qu'on peut faire également une échelle de la façon dont les soldats mangeaient? Alors là, l'échelle n'est pas tout à fait la même que le confort de la tranchée. Ceux qui mangeaient le mieux, c'était les Anglais. Enfin, qui mangeaient le mieux en abondance, sinon en qualité du repas. Ceux qui mangeaient le plus mal, c'était les soldats allemands. Parce que l'Allemagne était victime du blocus et donc il n'y avait pas...